Grand public s'intéresse maintenant à des écrivains bannis à la Libération et qui semblent retrouver aujourd'hui une deuxième vie. Des écrits de Paul Morand, Jacques Chardon, Lucien Rebattet, condamnés aux travaux forcés en 1945, doivent être publiés dans les semaines qui viennent. Mais le sujet est sensible. Y aurait-il une mode des écrivains collabos? Et peut-on publier tous leurs écrits, fussent-ils truffés de considérations antisémites et homophobes? C'est notre polémique cette semaine. Romain Clément. Ils s'appellent Louis-Ferdinand Céline, Paul Morand ou encore Lucien Rebattet. Ils ont été bannis en 1945. Aujourd'hui, certains éditeurs organisent leur retour en librairie. Voilà, je suis prêt, moi, à publier l'auteur qui me répugne le plus s'il a du talent, parce que la question essentielle, c'est le talent. Et Rebattet n'en manque pas. En ne les rééditant pas, on en fait des mythes. Ils sentent encore beaucoup plus le soufre. Ce qui m'insupporte, c'est qu'on veut faire du pognon avec l'antisémitisme, et ça n'est pas acceptable. Leurs écrits sentent le soufre et la haine. Plusieurs maisons d'édition projettent de tout publier, y compris les passages les plus violents, les plus antisémites. Il y a au contraire un effet sulfureux, un effet scandale, et qui fait que beaucoup de gens disent « Tiens, il faut qu'on livre du Céline. Qu'est-ce que c'est que ce Céline dont on parle tant ?» Certains élus crient au scandale. Les rééditer, c'est pour eux risquer de raviver haine, xénophobie et antisémitisme. Est-ce qu'on veut pouvoir arriver à une société où on peut dire ouvertement appeler les juifs les youtres, appeler les arabes les bougnoules, et considérer qu'au nom du fait que dans les années 40, des écrivains l'écrivaient dans leur ouvrage et qu'on les réédite, est-ce qu'on veut qu'on puisse parler comme cela et qu'on puisse écrire cela? Alors qu'en France, les idées d'extrême droite se banalisent, les éditeurs doivent-ils à jamais condamner ces écrivains à l'oubli, ou au contraire les publier en intégralité, au risque de s'attirer les foudres d'une partie de l'opinion? Symbole par excellence de l'homme de lettres compromis avec l'idéologie nazie, Lucien Rebattet, connu pour Les Deux étendards, accueilli comme un chef-d'œuvre, mais aussi Les Décombres, le best-seller de l'occupation. Nicolas Destiendorf est l'exécuteur testamentaire de cet écrivain fasciste. Un paradoxe pour ce neveu du grand résistant Honoré Destiendorf. Mais dès la faculté, il s'est passionné pour l'œuvre de Rebattet et se fait un point d'honneur à tout publier, même Les Décombres. Ce texte est une sorte de tumeur qui incarne un certain état d'esprit de la France à un certain moment. Le livre est sorti à l'été 42, c'est-à-dire au moment de la rafle des Veldiv. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave que les pamphlets de Céline, qui sont sortis avant-guerre, qui ont contribué à mettre en place une idéologie. Mais Rebattet, lui, il est vraiment l'incarnation de tout ce qu'a pu être l'idéologie collaborationniste à une certaine époque. Et en soi, c'est un document passionnant à étudier de ce point de vue-là aussi. Et pour éditer cet auteur maudit, la maison Robert Laffont a répondu présent. Les Décombres seront publiés dans la plus prestigieuse de ses collections, la collection Bouquins, sous la direction de Jean-Luc Barré. Les Décombres, qui est un texte à bien des égards odieux, encore une fois, chapitre qui s'appelle Le Ghetto, dans lequel Rebattet explique que tous les malheurs de la République sont la faute des Juifs. Dans ces pages, Rebattet s'enflamme avec virulence contre les Juifs, les francs-maçons, clame son admiration pour le Führer. L'éditeur a tenu à tout publier, mais s'est appuyé sur un appareil critique draconien. Des historiens notamment vont encadrer le lecteur et pointer les mensonges. Tous ces passages-là demandent à être évidemment commentés et expliqués. Il manque une grille historique pour comprendre aussi ce que signifie ce texte, ce que veut dire exactement Rebattet, non seulement à travers ce passage-là, mais pour l'ensemble du livre. De soi-disant précautions dénoncées par cet élu parisien du Front de gauche, Alexis Corbière. Pour lui, réhabiliter de tels propos, c'est banaliser la haine et risquer de nouveaux dérapages. Je vois beaucoup d'hypocrisie de la part de Robert Laffont. On prend le risque, si on fait ça avec Lucien Rebattet, qu'aujourd'hui on ait aussi, en 2013, une littérature antisémite qui se généralise. Et on va avoir des écrivains qui vont multiplier les propos racistes et déclarations antisémites et qui vont dire « Pourquoi me reprochez-vous de parler des Youpins, de parler des Bicots, puisque vous venez de rééditer Lucien Rebattet, qui le met à longueur de page ?» Rien ne me répugne davantage que toutes les formes de censure intellectuelle qui consistent à dire « on ne doit pas lire ça, on ne doit pas regarder ça ». Eh bien, c'est d'autant plus absurde que ça existe. Et que la meilleure manière de s'en prémunir, de s'en protéger, c'est d'en prendre connaissance. La vieille dame du bout du quai, l'Académie française, a des comptes à régler avec ses académiciens. Pétain d'abord, et puis Charles Maurras, et puis peut-être quelques autres. De tous les intellectuels, parce que les écrits restent, les écrivains sont ceux qui vont payer le plus cher la collaboration. Robert Brasillac, fusillé le 6 février 1945. Drieux-La Rochelle se suicide la même année
Rebatté est condamné à mort, mais sa peine sera ensuite commuée en travaux forcés. D'autres vont mieux s'en sortir. Légère peine de prison pour Jacques Chardon, pourtant reçu plusieurs fois par Goebbels. Simple révocation pour le diplomate vichiste Paul Morand. Deux grands écrivains fourvoyés dont les éditions Gallimard s'apprêtent aujourd'hui à publier la très incorrecte correspondance. Le principe était très simple, ces deux vieux monsieur se sont dit on va se raconter toutes les horreurs qui nous passent par la tête dans une correspondance qu'on va mettre dans une bibliothèque suisse avec interdiction d'y toucher jusqu'en l'an 2000. Il y a chez Morand une espèce d'homophobie et d'antisémitisme assez viscéral. Donc évidemment dans le secret de cette correspondance, ils se laissaient aller. Donc effectivement ils s'en prenaient aux juifs avec des phrases quand même assez terribles, Chardon un peu moins, ils s'en prenaient aux métèques qui croisaient dans les rues, ils traitaient telle critique littéraire de PD, voilà, encore une fois ils étaient complètement décomplexés. La maison Gallimard devait publier ses travaux en avril, ils sont une nouvelle fois reportés, prévus pour l'automne. L'éditeur a refusé de nous parler de ces correspondances, qui alimentent une vive polémique. On insulte les PD, les juifs, etc. Bon, qui prendrait véritablement plaisir à lire ça? Moi, je suis assez sidéré que des grandes maisons d'édition, intérêt à publier tout intégralement pour que tout le monde puisse aller jusque véritablement dans les toilettes et les caniveaux de ce que racontaient ces gens qui avaient un style qui bien souvent accompagnait un racisme, un antisémitisme exacerbé. Tout ça demande un peu de temps, il ne faut pas non plus faire un procès à Gallimard. Ils se sont pas précipités, ils ont quand même l'honnêteté de le publier dans l'intégralité. Ils auraient pu être tentés de ne faire qu'une petite sélection et de mettre un peu sous le tapis tout ce qui était gênant. Et finalement, ils vont nous livrer quand même des milliers et des milliers de lettres. On va pouvoir les lire et on va pouvoir se faire surtout notre opinion nous-mêmes. L'autre grand projet de réédition concerne Louis-Ferdinand Céline. Dans ce cas précis, c'est la famille qui s'oppose à toute reproduction des pamphlets écrits dans les années 30. La veuve de Céline a confié à l'avocat François Gibault la mission de veiller à ce qu'en France, aucun de ces textes ne soit republié. Je veux vous dire que j'ai reçu beaucoup d'éditeurs, et encore récemment, qui voudraient publier les pamphlets, bien sûr. Il y a beaucoup de volontaires. Sur le plan financier, ça serait certainement un grand succès de librairie. Ça vaut pour bien en être certain. Hein. Un succès un peu malsain, mais il y aurait un succès. Pourquoi un succès et pourquoi malsain? Oh, parce que les gens, tout ce qui pue, les gens se précipitent. Hein. 3 pamphlets, Bagatelle pour un massacre, Les beaux draps ou encore L'école des cadavres, des textes d'une rare violence. Céline développe avant-guerre un délire antisémite quasi paranoïaque, sur lequel il s'expliquera des années plus tard. Et les livres très fâcheux que j'ai pu écrire étaient faits justement contre la violence. Je sentais une guerre venir et je dénonçais les motifs de la guerre et les suites. L'histoire m'a donné raison. Alors après la guerre, évidemment, il a dit, bon, maintenant, ces écrits qui ont été publiés dans un contexte politique très particulier, je ne veux pas qu'on les réédite. Sa femme exécute cette volonté. L'interdiction tient en France jusqu'en 2031. Mais au Québec, où les écrits sont déjà tombés dans le domaine public, un éditeur s'est engouffré dans la brèche. Il a confié les travaux de réédition à l'universitaire français, Régis Tetamanzi. Une brise d'hiver en plein été, l'eau frise au rebord, ce trouble frissonne contre les pierres. Ce grand connaisseur de Céline milite depuis longtemps pour que ses textes soient intégralement publiés. C'est quand même dans les pamphlets qu'il définit, notamment dans Bagatelle pour un massacre, son esthétique. Vous savez, la fameuse expression « la petite musique » qu'on emploie très souvent à cause de Céline. On oublie souvent que le premier texte où elle apparaît, c'est Bagatelle pour un massacre. Pour lui, il n'y a pas de risque à laisser un texte entier, même s'il comporte des passages insoutenables, du moment qu'il est encadré par un sérieux appareil critique. Ça n'est pas une édition de complaisance. Moi, je ne fais pas circuler ces textes comme ça sous le manteau pour allier des gens à cette cause infâme qu'est l'antisémitisme. Bon, voilà, il faut être clair là-dessus. C'est un travail scientifique qui, justement, met à distance, par l'édition critique, par les notes, par la mise en contexte historique, ce que sont ces textes. Donc on prend la responsabilité de les faire circuler à nouveau. Je ne crois pas qu'on devient antisémite parce qu'on lit un livre antisémite. L'antisémitisme et le racisme n'est pas une maladie qui s'attrape par la lecture, fort heureusement. Mais à l'inverse, on conforte le fait que des réseaux antisémites puissent faire circuler ce type de littérature qui sont normalement condamnées par la loi, et sous le prétexte du style, alors on en vient à banaliser le racisme et l'antisémitisme. Et ça m'est insupportable. Ces textes maudits pourraient-ils devenir des best-sellers? Une chose est sûre,
65 ans après, il continue de nous hanter. C'est une espèce de paradoxe permanent de l'âme française, c'est une espèce de fascination-répulsion pour cette époque. Comment est-ce que des gens avec autant de talent ont pu à ce point se prostituer pour l'ennemi, pour une idéologie mortifère, pour une idéologie anti-humaniste? Voilà, donc ça fascine comme on est fasciné par le souffle, comme on est fasciné par le diable, comme on est fasciné par les ogres. Dans Le Petit Chaperon Rouge, ce qu'on aime, c'est le loup, c'est pas le petit chaperon rouge.